J'ai payé le loyer pendant des années, mais quand mes parents ont permis à mon frère profiteur et sa famille de s'installer avec moi, maman a exigé que je paye le double. Alors j'ai déménagé en cachette et je lui ai dit, j'ai trouvé mon propre chez moi. Profitez bien des fainéants. Je m'appelle Heather Wilson, j'ai 32 ans, et pendant 5 ans, j'ai fidèlement payé un loyer à mes parents tout en économisant pour acheter ma propre maison. Pour comprendre comment tout s'est effondré, vous devez en savoir un peu plus sur la dynamique de ma famille. J'ai vécu avec mes parents, Jessica et Thomas Wilson, dans leur maison de 5 chambres en banlieue de Portland depuis l'obtention de mon diplôme universitaire. Quand je suis revenu à la maison à 27 ans, nous avions un accord clair. Je paierais $800 par mois de loyer tout en travaillant à mon indépendance financière. Ce n'était pas de l'aumône. J'apportais une contribution significative aux dépenses du foyer tout en économisant pour mon avenir. Notre maison familiale était spacieuse, mais sans excès. Mes parents l'avaient achetée 20 ans plus tôt, à une époque où l'immobilier était encore abordable, et ils avaient récemment fini de payer leur hypothèque. Ma chambre était modeste. J'avais redécoré ma chambre d'enfant avec des meubles d'adulte et un petit espace de travail où je pouvais occasionnellement m'occuper des tâches administratives liées à mon métier d'infirmière. À ce propos, je travaille comme infirmière diplômée d'État à l'hôpital Portland Memorial depuis 6 ans. J'aime mon travail malgré les difficultés des horaires tournants et la charge émotionnelle du secteur de la santé. J'ai toujours été la personne responsable de la famille, je travaille régulièrement, je paie mes factures à temps et je gère soigneusement mes économies. Au moment où cette histoire commence, j'avais réussi à économiser un peu plus de $45 000 pour l'apport de ma future maison, ce dont j'étais incroyablement fier compte tenu de la flambée des prix de l'immobilier dans notre région. Ma relation avec mes parents était globalement positive avant que tout cela n'arrive. Maman et moi cuisinions ensemble pendant mes jours de congé, et papa et moi partagions l'amour du jardinage. Nous n'étions pas parfaits. Il y avait des désaccords occasionnels, mais je me sentais respecté en tant qu'adulte sous leur toit. Cela dit, j'avais toujours remarqué un favoritisme subtil envers mon jeune frère, Ryan. Quand nous étions enfants, il bénéficiait de plus de souplesse avec les règles. À l'âge adulte, ses erreurs étaient minimisées tandis que les miennes étaient examinées à la loupe. Ryan, 29 ans, n'a jamais vraiment réussi à s'en sortir. Il est intelligent et charmeur quand il le veut, mais il manque de persévérance. Depuis le lycée, il a enchaîné les petits boulots à vente, restauration, travail en entrepôt sans jamais rester nulle part plus de 8 mois. Au début de cette histoire, il était au chômage depuis près de 3 mois après avoir quitté son emploi de chauffeur-livreur à la suite d'une dispute avec son superviseur. Sa femme Tiffany, 28 ans, travaillait à temps partiel dans un magasin de vêtements local, gagnant tout juste de quoi payer leurs factures de téléphone portable et le remboursement de leur voiture. Ils ont 2 enfants, Zoé, 6 ans, et Mason, 4 ans, 2 enfants adorables qui, malheureusement, grandissaient en voyant leurs parents donner l'exemple de l'irresponsabilité financière. Mes parents avaient une longue habitude de sortir Ryan du pétrin. Ils ont payé son loyer à 2 reprises alors qu'il risquait l'expulsion. Ils ont couvert le dépôt de garantie de 3 appartements différents. Ils lui ont acheté une voiture d'occasion quand la sienne est tombée en panne. Je n'ai reçu aucun cadeau de ce genre lorsque j'ai eu besoin d'un véhicule. J'ai économisé et je l'ai acheté moi-même. À chaque fois, la justification était que Ryan avait juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied, mais cette aide ne semblait jamais mener à une véritable stabilité. Malgré ce schéma, je maintenais une relation cordiale avec mon frère. Nous n'étions pas proches, mais lors des réunions de famille, nous pouvions discuter de films ou de sport. Tiffany et moi avions peu de choses en commun, mais je faisais des efforts pour le bien des enfants, en leur apportant de petits cadeaux et en les emmenant parfois au parc. J'ai appris pour la première fois que Ryan et sa famille allaient peut-être s'installer chez nous lors d'un dîner dominical chez mes parents. Ryan et Tiffany n'étaient pas présents, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose se tramait. Ma chérie, nous devons parler de quelque chose, a dit maman en servant une tarte aux pommes pour le dessert. Le propriétaire de Ryan vend leur immeuble et ils doivent être partis d'ici la fin du mois. Papa est intervenu avant que je ne puisse répondre. Ils ont cherché, mais avec les prix des loyers actuels et leur dossier de crédit. Disons qu'ils ont du mal à trouver un endroit dans leurs moyens. Je savais déjà où cela menait. Vous les avez invités à s'installer ici, n'est-ce pas? Maman a acquiescé, son visage mêlant inquiétude et détermination. Juste temporairement, le temps qu'ils trouvent quelque chose d'abordable. Peut-être un mois ou 2 tout au plus.
Où vont-ils loger, ai-je demandé, calculant déjà l'espace nécessaire pour 2 adultes et 2 enfants. Nous pensions qu'ils pourraient prendre la chambre d'amis et transformer le bureau pour les enfants, a expliqué papa. Ce sera intime, mais c'est juste temporaire. J'ai pris une grande inspiration. Vont-ils contribuer aux dépenses du foyer, au loyer, aux factures, aux courses? Mes parents ont échangé un regard qui m'a tout dit. Ils sont dans une situation financière difficile en ce moment, a dit maman doucement. Nous ne voulons pas alourdir leur fardeau. Je suis restée pensive un instant, mesurant les implications. Donc, je vais continuer à payer 800 $ par mois, mais eux vont vivre ici gratuitement. Ta situation est différente, a répliqué papa. Tu as un emploi stable. Tu économises pour une maison. Ils ont 2 enfants à charge. Je n'ai pas insisté davantage ce soir-là. Malgré ce double standard évident, je me suis dit que c'était temporaire. La famille s'entraide en temps de crise. J'étais loin de me douter à quel point j'allais regretter mon silence. Ryan, Tiffany et les enfants ont emménagé il y a exactement 3 mois, par un samedi pluvieux qui semblait annoncer la tempête qui allait s'abattre sur notre dynamique familiale. Je m'étais porté volontaire pour aider, en partie par désir sincère de les soutenir et en partie parce que je voulais m'assurer que leurs affaires n'envahissent pas toute la maison. Ils sont arrivés avec beaucoup plus d'affaires que prévu, des meubles, des jouets, des appareils électroniques et d'innombrables cartons accumulés. Leur précédent appartement avait à peu près la même taille que la maison de mes parents, ils n'avaient donc pas réduit leurs possessions avant de déménager. Papa et Ryan ont enchaîné les allers-retours avec le camion de déménagement de location, tandis que maman, Tiffany et moi organisions l'intérieur et occupions les enfants. Où doit-on installer l'équipement de jeu, a demandé Ryan, en apportant son ordinateur sophistiqué, ses multiples consoles et sa télévision de 55 pouces. Maman avait l'air décontenancée. Je n'y avais pas pensé. Peut-être dans le salon pour l'instant. J'ai mordu ma langue. Le salon était la pièce commune principale où je me détendais souvent après de longues gardes à l'hôpital. Désormais, ce serait la zone de jeu de Ryan. Le soir venu, leur chambre était installée, les enfants logeaient dans le bureau transformé avec des lits superposés, et leurs affaires étaient éparpillées dans toute la maison. Je me suis retiré dans ma chambre, ressentant les premiers pincements d'une angoisse territoriale. Notre maison, autrefois spacieuse, semblait soudainement étroite et chaotique. La première semaine, j'ai fait de réels efforts pour me montrer accueillante. J'ai acheté un panier d'accueil avec les friandises que les enfants aimaient, j'ai aidé Zoé à faire ses devoirs de maternelle, et j'ai même proposé d'emmener Mason au parc pour donner du temps à Tiffany pour organiser leurs affaires. J'ai adapté mon emploi du temps pour prendre ma douche plus tôt afin qu'ils puissent disposer de la salle de bain le matin. J'ai gardé mes inquiétudes pour moi lorsque le niveau de bruit dans la maison a quadruplé du jour au lendemain. Durant la 2e semaine, j'ai commencé à remarquer des comportements préoccupants. Ryan ne cherchait pas activement de travail, mais passait des heures à jouer aux jeux vidéo. Tiffany laissait la vaisselle sale dans l'évier toute la journée. Les enfants, bien qu'adorables, étaient laissés libres de courir partout sans grande surveillance. Mes parents semblaient réticents à établir la moindre règle de vie commune de peur que Ryan et Tiffany ne se sentent pas les bienvenus. Au cours de la 3e semaine, la curiosité l'a emporté. J'ai trouvé maman seule dans la cuisine un matin et j'ai décidé d'aborder le sujet de front. Alors, Ryan a-t-il dit comment il comptait contribuer aux dépenses du foyer une fois qu'il serait mieux installé, ai-je demandé aussi naturellement que possible tout en l'aidant à préparer le petit déjeuner. Maman s'est concentrée intensément sur la pâte à pancakes qu'elle mélangeait. Il se concentre d'abord sur sa recherche d'emploi, ensuite ils pourront penser à contribuer. Mais ils achètent des courses, n'est-ce pas? Ou ils aident pour les factures, ai-je insisté. Heather, a dit maman d'un ton sec, ils peuvent à peine payer les couches de Mason. Ils ne sont pas en mesure de contribuer financièrement pour le moment. Maman, Mason a 4 ans. Il ne porte plus de couches. Tu vois très bien ce que je veux dire, a-t-elle répliqué. Ils ont des dépenses que nous n'avons pas. Les enfants coûtent cher. J'ai laissé tomber le sujet, mais cette conversation a confirmé mes soupçons, on n'attendait aucune participation financière de la part de Ryan et de sa famille, tandis que je continuais consciencieusement à payer mon loyer de 800 $. La cohabitation est rapidement devenue difficile. À 7 personnes sous le même toit, l'intimité est devenue un luxe. L'organisation de la salle de bain s'est compliquée en raison de mes horaires d'infirmière variables. Le bruit rendait le sommeil difficile lorsque je travaillais de nuit.
Malgré mes demandes de calme à certaines heures, Ryan et Tiffany semblaient ignorer l'impact de leur présence sur les autres. Ils regardaient la télévision à un volume élevé tard dans la nuit, leurs enfants entraient dans ma chambre sans frapper, et ils laissaient du désordre dans les espaces communs que d'autres, généralement maman ou moi, finissaient par nettoyer. Environ un mois après leur arrivée, j'ai fini par prendre la parole lors d'un dîner, après avoir trouvé la cuisine en plein désordre pour la 3e fois de la semaine. Ryan, Tiffany, je comprends que vous traversiez une période difficile, mais nous devons établir des règles de vie communes concernant le ménage et le bruit. Ryan a levé les yeux au ciel. Tu as toujours été coincé, Heather. Nous vivons ici maintenant, nous aussi. C'est exactement ce que je veux dire, ai-je rétorqué. Nous vivons tous ici, ce qui signifie que nous devons tous faire attention aux autres. Les enfants ne font que s'amuser, est intervenue Tiffany. On ne peut pas leur demander de rester silencieux tout le temps. Je ne demande pas le silence, juste des horaires de calme raisonnables quand je dors entre 2 gardes de nuit, et que chacun nettoie après son passage dans les espaces communs. Maman est intervenue avant que je ne puisse continuer. Heather, il s'adapte. Soyons indulgents. Ryan se concentre sur sa recherche d'emploi, et Tiffany a beaucoup à faire avec les enfants. Papa a acquiescé. La famille se soutient mutuellement dans les moments difficiles. J'ai regardé autour de la table et j'ai réalisé que j'étais seul face à mes préoccupations. L'arrangement temporaire devenait permanent, sans aucune exigence envers Ryan et Tiffany, tandis que je continuais d'être la personne responsable. L'injustice de la situation me faisait mal, mais le plus douloureux était le rejet immédiat de mes préoccupations légitimes par mes parents. Ce soir-là, je suis resté éveillé à écouter le bruit du jeu vidéo de Ryan et les émissions de télé-réalité de Tiffany résonner à travers les murs. Me demandant combien de temps encore je pourrais supporter d'être traité comme une simple locataire tandis que la famille de mon frère était traitée comme des invités d'honneur. Au fil des semaines, la cohabitation est passée de difficile à presque insupportable. Les compromis initiaux que j'avais acceptés temporairement étaient devenus des sacrifices permanents, tandis que Ryan et Tiffany s'installaient de plus en plus confortablement dans leur situation de gratuité. Les espaces communs de la maison avaient été progressivement envahis par la famille de Ryan. Le salon abritait désormais de façon permanente son installation de jeux vidéo, avec des manettes, des jeux et des emballages de collations jonchant constamment la table basse. Les comptoirs de la cuisine étaient perpétuellement encombrés de leurs appareils et de leur nourriture. Même la terrasse du jardin, où j'aimais prendre mon café le matin pendant mes jours de congé, était désormais encombrée par les jouets d'extérieur des enfants. Mes tentatives pour préserver mon espace personnel étaient constamment compromises. Un soir, je suis rentré d'une garde de 12 heures pour découvrir Tiffany et son amie Amanda installées dans ma chambre pour discuter tranquillement parce que les enfants faisaient trop de bruit dans le reste de la maison. Une autre fois, j'ai découvert que Mason avait joué avec mes manuels d'infirmière, déchirant des pages et dessinant dedans. Lorsque j'ai exprimé mon mécontentement, on m'a dit que j'étais matérialiste et que, ce ne sont que des livres. L'iniquité financière est devenue de plus en plus flagrante. Notre budget de courses alimentaires avait presque doublé, Ryan et Tiffany ajoutant des articles coûteux à la liste sans verser un centime. Les factures d'électricité et d'eau avaient grimpé en flèche en raison de leur utilisation constante des appareils électroniques, de leur longue douche et de leur habitude de laisser les lumières allumées dans toute la maison. Pendant ce temps, je continuais de payer l'intégralité de mon loyer de $800, subventionnant ainsi leur mode de vie. Un mardi soir, environ 6 semaines après leur arrivée, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. Je montais les escaliers quand j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Nous devrions utiliser une partie du loyer de Heather pour aider Ryan à payer sa voiture, disait maman. Il a eu cet entretien à l'autre bout de la ville hier et ils ont besoin d'un moyen de transport fiable. C'est logique, a approuvé papa. De toute façon, elle économise beaucoup avec le loyer inférieur au prix du marché que nous lui demandons. Je me suis figé dans le couloir, un sentiment de trahison m'envahissant. Non seulement j'étais la seule à contribuer financièrement au foyer, mais mes contributions étaient détournées pour soutenir l'irresponsabilité financière de mon frère. Cette injustice était révoltante. Le lendemain matin, j'ai confronté mes parents au petit déjeuner, avant le réveil de Ryan et Tiffany. J'ai entendu votre conversation sur l'utilisation de mon loyer pour payer la voiture de Ryan, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Ils ont échangé des regards embarrassés. Ma chérie, nous essayons simplement de les aider à se remettre sur pied, a expliqué maman. En prenant l'argent que je vous donne pour le donner à Ryan ? En quoi est-ce juste ?
Papa a soupiré. Ce n'est pas une question de justice, Heather. C'est une question de famille en ce moment. Ils ont plus besoin d'aide que toi. Mais je fais partie de la famille moi aussi, ai-je dit, détestant le ton fragile de ma voix. Je paie un loyer depuis des années tout en économisant pour mon propre chez-moi. Ryan a enchaîné les mauvaises décisions, et c'est moi qui en finance les conséquences. Tu as toujours été plus stable, a dit maman, comme si ma responsabilité était un défaut de caractère plutôt qu'une vertu. Ryan a du mal à être constant. Et vous encouragez cette instabilité en ne le mettant jamais face à ses responsabilités, ai-je répondu. La conversation s'est terminée dans l'impasse, mes parents insistant sur le fait qu'ils équilibraient simplement les ressources en fonction des besoins, et moi me sentant de plus en plus exclu de ma propre famille. L'incident qui a provoqué ma rupture définitive a concerné ma voiture. J'avais 3 jours de repos consécutifs à l'hôpital et j'avais prévu une excursion à la côte avec mon ami Allison. Le matin de notre départ, j'ai découvert que ma voiture n'était plus dans l'allée. Après un moment de panique, pensant qu'elle avait été volée, j'ai reçu un SMS de Ryan, j'ai emprunté ta voiture pour une course rapide. Je reviens vite. J'étais furieuse. Il n'avait pas demandé la permission, n'avait aucune idée de mes projets et s'était simplement approprié mon bien sans aucun égard. Lorsqu'il est revenu 3 heures plus tard, le réservoir d'essence était presque vide, il y avait une nouvelle rayure sur la portière passager, et des emballages de restauration rapide jonchaient le siège arrière. À quoi pensais-tu, ai-je exigé. Tu ne peux pas simplement prendre ma voiture sans me demander. Ryan haussa les épaules. Ma voiture ne démarrait pas et j'avais des choses à faire. Je savais que tu ne travaillais pas aujourd'hui. Cela ne t'autorise pas à prendre mes affaires sans permission. Et tu me la rends endommagée, sale et sans essence. Ce n'est qu'une égratignure, a-t-il balayé. Et on est de la même famille. C'est quoi le problème d'emprunter une voiture? Lorsque j'ai exposé le problème à mes parents, m'attendant à ce qu'ils me soutiennent face à cette violation évidente, j'ai été choqué par leur réaction. Il avait besoin de la voiture pour un entretien d'embauche, a expliqué papa bien que Ryan ne m'ait parlé d'aucun entretien. Il aurait dû demander d'abord, ai-je insisté. Peut-être que tu devrais laisser un double des clés à un endroit précis, a suggéré maman, passant complètement à côté du sujet. Comme ça, il n'aurait pas besoin de te réveiller si tu dors après une garde de nuit. Il devenait douloureusement évident que, pour mes parents, les besoins de Ryan passeraient toujours avant mes limites. Ce constat m'a amené à m'interroger sur ma place dans la famille et à me demander si j'avais un jour été estimé à ma juste valeur. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie Mélissa, qui connaissait notre famille depuis des années, et je lui ai confié mes frustrations. « Heather, ce n'est pas normal, a-t-elle dit fermement. On profite de toi. Tu paies un loyer pendant qu'ils vivent gratuitement. Ton espace et tes affaires ne sont pas respectés, et tes préoccupations sont ignorées. Il faut que cela change. » Son regard extérieur a confirmé ce que je commençais à soupçonner. Il ne s'agissait pas de tensions familiales ordinaires. C'était une situation dysfonctionnelle qui avait peu de chances de s'améliorer sans une action radicale de ma part. La situation a atteint son point de rupture environ 2 mois après l'arrivée de la famille de Ryan. J'avais travaillé 3 nuits consécutives à l'hôpital et j'étais épuisé. J'avais hâte de dormir pendant la journée et d'avoir ensuite 2 jours de repos pour récupérer. Je suis rentré chez moi à 8 heures du matin, j'ai pris une douche rapide et je me suis couché vers 9 heures, espérant dormir au moins 6 heures sans interruption. À 11 heures, j'ai été réveillé en sursaut par de la musique et des éclats de rire. Désorienté, je suis sorti de ma chambre pour découvrir que Ryan et Tiffany organisaient ce qu'ils appelaient un déjeuner décontracté avec 4 de leurs amis. Les enfants couraient dans la maison en hurlant tandis que les adultes parlaient fort par-dessus la musique dans le salon. L'odeur de pizza et le bruit des bouteilles qui s'entrechoquaient complétaient cette ambiance de fête. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, encore en pyjama, probablement aussi épuisé que je me sentais. « On reçoit juste quelques amis », a dit Ryan sur un ton détaché. « Retourne te coucher si tu es fatigué. »« Comment suis-je censé dormir avec ce bruit ?» ai-je demandé en montrant le désordre autour de nous. Tiffany a levé les yeux au ciel. « Le monde ne s'arrête pas de tourner parce que tu travailles de nuit, Heather. » C'en était trop. Quelque chose en moi a lâché. 2 mois de frustrations accumulées, de rancœur et de blessures ont débordé. En fait, la politesse élémentaire ne s'arrête pas parce que vous voulez faire la fête un mardi, ai-je répliqué. J'ai accepté que ta famille s'installe ici,
envahissent les espaces communs, laissent du désordre partout et ne contribuent absolument en rien financièrement. La moindre des choses serait de respecter mon besoin de dormir après avoir travaillé 12 heures à sauver des vies. Le silence s'est fait dans la pièce. Même les enfants ont senti la tension et ont arrêté de courir. Ryan s'est levé, le visage sombre. Tout le monde n'a pas la vie aussi facile que toi, Heather. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Facile? J'ai presque ri. Je travaille 50 heures par semaine tout en payant un loyer. Tu vis ici gratuitement, tu n'as pas de travail et tu ne respectes même pas les règles de base. Mes parents sont apparus dans l'encadrement de la porte, attirés par le bruit. C'est quoi tous ces cris? A demandé papa. Heather fait une crise parce qu'on a des amis à la maison, a dit Ryan avec dédain. Je fais une crise parce que je ne peux pas dormir après ma garde de nuit à cause de la fête qu'ils organisent dans notre salon, ai-je rectifié en me tournant vers mes parents. Et j'aimerais savoir pourquoi je paie toujours $800 par mois de loyer alors que Ryan et sa famille vivent ici gratuitement et se comportent comme s'ils possédaient les lieux. Le visage de maman s'est durci. Heather, ça suffit. Ryan a une famille à charge. Tu n'as que toi-même à gérer. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Aux yeux de mes parents, ma vie, ma carrière, mes objectifs et mes besoins comptaient moins parce que je n'étais pas marié et sans enfant. Donc, parce que je suis célibataire, mes contributions ne comptent pas. Mon besoin de sommeil ne compte pas. Mes objectifs financiers ne comptent pas, j'ai cherché une lueur de compréhension sur leur visage. Personne ne dit cela, a dit papa faiblement. En fait, c'est exactement ce que vous dites, ai-je rétorqué. Vous vous attendez à ce que Ryan vive ici indéfiniment sans rien payer tandis que je continue à verser un loyer sans avoir mon mot à dire? Maman a croisé les bras. Nous pensions justement que, comme tu t'en sors bien financièrement, tu pourrais augmenter ta contribution pour nous aider à payer les factures d'eau, d'électricité et les courses qui ont augmenté. Je l'ai regardé avec incrédulité. Non seulement il n'attendait pas de Ryan qu'il commence à payer, mais il voulait que je paie plus pour faire vivre sa famille. Vous êtes sérieux? Ai-je demandé doucement. Ce ne serait que justice, a ajouté papa. Les dépenses ont considérablement augmenté. J'ai balayé la pièce du regard, l'air suffisant de Ryan, l'indifférence de Tiffany, le visage d'attente de mes parents, et les amis embarrassés qui assistaient à ce drame familial. À cet instant, j'ai compris que la situation ne s'améliorerait jamais. Le schéma était trop ancré, le favoritisme trop établi. J'ai besoin d'air, ai-je dit, avant de faire demi-tour pour rejoindre ma chambre. J'ai fermé ma porte, les mains tremblantes d'émotion, et je me suis effondré sur mon lit. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré de pure frustration et de douleur. Les personnes qui auraient dû m'aimer de manière égale, reconnaître mes efforts et respecter mes limites venaient de me faire comprendre très clairement où je me situais dans la hiérarchie familiale. Cet après-midi-là, je me suis fait porter pâle pour ma garde, ce que je ne faisais presque jamais, et je me suis rendu à l'appartement de mon amie Mélissa. Autour d'une tasse de thé à la table de sa cuisine, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. J'ai l'impression de devenir folle, ai-je avoué. Suis-je égoïste de vouloir un traitement équitable? Mélissa a secoué la tête fermement. Heather, il ne s'agit pas d'égoïsme. Il s'agit du fait que ta famille profite de ta responsabilité tout en encourageant l'irresponsabilité de Ryan. Ce n'est sain pour personne. Ni pour toi, ni pour tes parents, ni même pour Ryan à long terme. Que dois-je faire? Ai-je demandé, me sentant complètement perdu. Qu'est-ce que tu dirais à un patient qui te décrirait cette situation, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Je lui dirais qu'il mérite d'être traité avec respect et qu'il est normal de poser des limites, même avec sa famille. Exactement, a acquiescé Mélissa. Et parfois, poser des limites signifie faire des choix difficiles concernant l'endroit et la manière dont on vit. En rentrant chez mes parents ce soir-là, je savais que j'avais atteint un point de décision. Je pouvais continuer à alimenter cette dynamique malsaine, en sacrifiant mon bien-être et mon avenir financier, ou je pouvais reprendre le contrôle de ma situation et prouver par des actes, et pas seulement des mots, que je méritais un meilleur traitement. Les invités étaient partis à mon retour, mais la maison portait encore les traces de la fête, cartons de pizza vides, bouteilles de bière et jouets éparpillés partout. Au lieu de nettoyer comme je l'aurais fait d'ordinaire, je suis passé devant le désordre pour rejoindre ma chambre et j'ai fermé la porte. Ce soir-là, j'ai commencé à chercher des annonces d'appartements sur mon ordinateur, avec un nouveau sentiment de détermination.
Le lendemain de l'incident, je me suis de nouveau fait porter pâle au travail et j'ai passé la matinée à chercher des appartements pendant que la maison était vide. Mes parents étaient au travail, Ryan était censé être à un entretien d'embauche bien que j'eusse des doutes et Tiffany avait emmené les enfants chez sa mère. Cette solitude m'a permis de réfléchir calmement et de faire des projets sans interférence émotionnelle. J'ai abordé ma recherche méthodiquement, comme je le ferais pour un plan de soins infirmiers. Tout d'abord, j'ai défini mon budget, en calculant ce que je pouvais me permettre tout en maintenant mon objectif d'épargne. Comme je payais déjà $800 de loyer, je savais que je pouvais gérer un loyer compris entre $1000 et $1200 sans impact majeur sur mes finances. En fait, en calculant l'argent que j'économiserais en ne payant plus pour la nourriture et les factures de la famille de Ryan, je serais peut-être même gagnante. Ensuite, j'ai privilégié les logements plus proches de l'hôpital pour réduire mon temps de trajet et mes frais d'essence. Après quelques heures de recherche en ligne, j'avais sélectionné 5 appartements prometteurs. J'ai pris rendez-vous pour les visiter tous l'après-midi même, profitant de ce jour de repos exceptionnel en semaine. Le 3e appartement que j'ai visité m'a tout de suite plu. C'était un 2 pièces dans un petit immeuble bien entretenu, situé à seulement 10 minutes de l'hôpital. Le loyer mensuel de $1050 comprenait l'eau et le service d'ordures ménagères, et l'appartement disposait d'un petit balcon donnant sur un jardin communautaire. Plus important encore, il était disponible immédiatement, avec un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Je le prends, ai-je dit à la gérante de l'immeuble, Diane, après la visite. Quand puis-je emménager ? Elle a semblé surprise par ma décision rapide. Nous pouvons traiter votre demande aujourd'hui. Avec vos revenus et votre dossier de crédit, je ne prévois aucun problème. Vous pourriez avoir les clés d'ici vendredi si tout est en règle. J'ai rempli le formulaire de demande sur le champ, payé les frais de dossier et je suis reparti en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis l'arrivée de Ryan, je me sentais à nouveau maîtresse de ma vie. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie de confiance, Allison, pour lui faire part de mes projets et lui demander de m'aider à déménager. Je suis tellement fière de toi d'avoir osé t'affirmer, a-t-elle dit. Bien sûr que je vais t'aider. C'est quoi ton planning ? Je prévois de l'annoncer à ma famille ce week-end après avoir récupéré les clés, ai-je expliqué. Je veux que tout soit prêt avant de leur annoncer la nouvelle. C'est intelligent, a-t-elle approuvé. Tu penses qu'ils vont essayer de t'en dissuader ? Probablement, ai-je soupiré. Mais je devais rester ferme. Ce n'est pas une négociation. C'est une décision déjà prise. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de préparatifs. Ma demande a été acceptée et j'ai signé le bail le vendredi après-midi, recevant mes clés avec un mélange d'excitation et d'appréhension. J'ai emballé discrètement mes affaires de première nécessité quand personne n'était à la maison, stockant quelques cartons dans le coffre de ma voiture. J'ai établi un budget détaillé pour mes nouvelles dépenses et dressé la liste des meubles de base dont j'aurais besoin en plus de ce que je possédais déjà. J'ai également rédigé une lettre à l'attention de mes parents, sachant que l'émotion risquait de rendre les explications difficiles lors d'une conversation de vive voix. La rédaction de la lettre m'a demandé plusieurs tentatives, car je cherchais à concilier l'honnêteté sur mes blessures et le désir de ne pas rompre définitivement les ponts. Le dimanche matin, j'étais prête. J'avais convenu avec Allison et 2 autres amis qu'ils m'aideraient à déménager mes meubles les plus encombrants cet après-midi-là. Venait maintenant la partie la plus difficile, l'annoncer à ma famille. J'ai choisi l'heure du petit déjeuner, quand tout le monde serait présent. Mes parents préparaient des pancakes, une tradition du week-end. Ryan et Tiffany étaient à moitié réveillés à table tandis que les enfants jouaient dans le salon. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré dans la cuisine. J'ai besoin de vous parler à tous, ai-je dit, d'une voix plus assurée que je ne l'espérais. Mon ton a dû signaler le sérieux de la situation, car tout le monde a levé les yeux. J'ai trouvé un appartement et je déménage aujourd'hui. J'ai signé le bail et j'ai déjà les clés. Le silence s'est fait dans la cuisine. Maman a failli laisser tomber la spatule qu'elle tenait. Qu'est-ce que tu veux dire par tu déménages, a fini par demander papa. Pourquoi fais-tu cela? Parce que cette situation de cohabitation est devenue intenable pour moi, ai-je répondu en sortant la lettre de ma poche. J'ai écrit ce que je pense pour pouvoir l'exprimer clairement. J'aimerais que vous lisiez ceci. Maman a pris la lettre d'une main tremblante. Heather, si c'est à cause de la fête de l'autre jour. Ce n'est pas à cause d'un seul événement, ai-je interrompu doucement. S'il te plaît, lis-la.
la lettre expliquait à quel point je m'étais senti sous-estimé et exploité, à quel point le double standard entre Ryan et moi était devenu impossible à ignorer. Et comment j'avais essayé de m'adapter pour voir finalement qu'on exigeait toujours plus de moi tout en attendant toujours moins des autres. J'ai conclu en écrivant que je les aimerais toujours, mais que je devais me retirer d'une situation qui nuisait à mon avenir financier et à mon bien-être émotionnel. À mesure qu'il lisait, le visage de Ryan est passé de la confusion à la colère. Donc, tu abandonnes la famille parce que tu ne supportes pas de partager l'espace. C'est vraiment mûr, Heather. Je n'abandonne personne, ai-je répondu calmement. Je fais un choix sain pour moi-même après des mois passés à essayer de trouver une solution. Vous serez tous les bienvenus chez moi une fois que je serai installé. Tiffany a soudainement semblé paniquer. Si tu arrêtes de payer ton loyer, comment tes parents vont-ils payer les factures? Ils comptaient sur ta contribution. Cette question en disait long sur leur perception de la gestion financière du foyer. J'ai payé mon loyer jusqu'à la fin de ce mois, ai-je dit. Après cela, vous pourrez peut-être commencer à contribuer, toi et Ryan. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Ma chérie, nous pouvons trouver une solution. Si tu as besoin de plus d'intimité ou d'espace. Ce n'est pas une question d'espace, ai-je dit fermement. C'est une question de respect et d'équité. Ma décision est prise. Mes amis arrivent à midi pour m'aider à déménager mes meubles. Le visage de papa est devenu très rouge. Tu ne peux pas nous imposer cela d'un coup. We are your family. Cela fait des mois que j'exprime mes inquiétudes, lui ai-je rappelé. Elles ont systématiquement été ignorées ou minimisées. Ce qui a suivi fut un flot d'émotions contradictoires. Papa criait à l'ingratitude, maman pleurait et suppliait, Ryan alternait entre la colère et les tentatives de me culpabiliser vis-à-vis de ses enfants qui adoraient leur tante, tandis que Tiffany semblait surtout préoccupée par les conséquences financières sur leur propre situation. À travers tout cela, je suis resté calme mais ferme. Des années de gestion des urgences médicales m'avaient appris à garder mon sang-froid dans les situations chargées d'émotions. Lorsque mes amis sont arrivés pour m'aider à déménager, ma famille était encore dans différents états de détresse. Le déménagement n'a pris que quelques heures, car j'avais relativement peu de meubles, mon lit, ma commode, un petit bureau, quelques étagères et mes affaires personnelles. Au moment où Allison et moi portions le dernier carton, maman a tenté une ultime supplique. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons changer les choses, fixer des règles. Je l'ai serré dans mes bras, sincèrement triste de cette rupture, mais confiante dans mon choix. Je t'aime, maman, mais je devais faire cela pour moi. Nous pourrons nous parler dans quelques jours, quand tout le monde sera plus calme. En m'éloignant en voiture, suivant mes amis, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la tristesse face à ce conflit familial, de l'anxiété à l'idée de vivre seul pour la première fois, mais surtout un immense sentiment de soulagement et de libération. Pour la première fois depuis des mois, je reprenais le contrôle de ma propre vie au lieu de subir les choix de mon frère. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement, entouré de cartons et de mes quelques meubles, j'ai éteint mon téléphone après avoir reçu le 20e message des membres de ma famille. Ils allaient des accusations de colère aux supplications en larmes, en passant par des tentatives de me culpabiliser en me disant à quel point les enfants étaient tristes. J'avais besoin d'espace pour digérer mes propres sentiments sans être aspiré à nouveau dans la dynamique familiale. En préparant mon lit avec des draps propres et en observant mon nouvel espace paisible, j'ai ressenti une chose que je n'avais pas éprouvée depuis des mois, de l'espoir. L'espoir que cette décision, bien que douloureuse à court terme, mènerait à des relations plus saines et à un plus grand respect à long terme. Les premières semaines dans mon nouvel appartement ont été marquées par de grands contrastes. D'un côté, j'éprouvais un profond sentiment de paix et de liberté, plus besoin de faire attention à ne pas déranger la famille de Ryan, plus besoin de nettoyer le désordre des autres, plus besoin de me sentir comme une locataire indésirable dans une maison où je payais pourtant ma part. Je pouvais aller et venir à ma guise, manger quand je le voulais, regarder ce qu'il me plaisait à la télévision et dormir sans être dérangé lorsque je travaillais de nuit. D'un autre côté, les répercussions familiales étaient intenses et douloureuses. Mes parents m'appelaient et m'envoyaient des messages en permanence, passant de la colère aux reproches culpabilisants et aux supplications en larmes pour que je revienne à la raison. Ryan m'envoyait des messages cinglants m'accusant d'égoïsme et d'abandon. Seule Tiffany restait relativement discrète, bien qu'elle m'ait envoyé quelques messages pour me dire à quel point les enfants s'ennuyaient de moi. J'ai maintenu un contact minimal au début, ayant besoin de temps pour installer ma nouvelle routine et faire le point.
Je répondais brièvement mais gentiment pour les rassurer sur ma situation, tout en expliquant que j'avais besoin de temps. Cette fermeté n'a fait qu'intensifier leurs efforts pour me faire revenir. Environ 10 jours après mon départ, maman s'est présentée à l'improviste chez moi. Par chance, j'étais là entre deux gardes et j'ai ouvert la porte pour la trouver en larmes, un plat à la main. « Je t'ai apporté tes lasagnes préférées » a-t-elle dit. « Je peux entrer ?» J'ai hésité, puis je me suis écarté pour la laisser passer. Elle a observé mon appartement, petit mais bien rangé, avec une surprise visible. « C'est chaleureux » a-t-elle dit en posant le plat sur le comptoir de la cuisine. « C'est parfait pour moi » ai-je répondu. « Merci pour le repas. » Nous nous sommes assises à ma petite table, la tension étant palpable. « Ton père et moi ne comprenons pas pourquoi tu as dû partir si soudainement » a-t-elle fini par dire. « Si tu étais malheureuse, nous aurions pu trouver un arrangement. » Maman, j'ai essayé d'exprimer mes inquiétudes pendant des mois. Chaque fois, elles ont été ignorées ou minimisées. « Nous n'avons jamais ignoré tes sentiments » a-t-elle protesté. Quand j'ai demandé pourquoi je payais un loyer alors que Ryan ne payait rien, tu m'as répondu que c'était parce qu'il avait une famille à charge et que je n'avais que moi-même, lui ai-je rappelé. Quand j'ai demandé du calme pour dormir après mes gardes de nuit, on m'a répondu que le monde ne s'arrêtait pas de tourner pour mon emploi du temps. Quand Ryan a pris ma voiture sans permission et me l'a rendue endommagée, vous l'avez défendu. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Nous essayons simplement de l'aider à se remettre sur pied. À mes dépens, ai-je ajouté doucement, et c'est pour cela que j'ai dû partir. La situation n'allait pas changer tant que je restais. Les choses sont difficiles à la maison en ce moment, a-t-elle admis après un silence. Ton père s'inquiète pour les finances. J'ai ressenti un léger sentiment de culpabilité, mais je l'ai écarté. Ryan a-t-il commencé à payer quelque chose? Elle a secoué la tête. Il cherche toujours la bonne opportunité professionnelle, quelque chose qui soit payé à sa juste valeur. Le même schéma se poursuivait, exactement comme je m'y attendais. Mon départ n'avait suscité aucun changement d'exigence envers Ryan. Et pour toi, maman? Penses-tu qu'il était juste que l'on attende de moi que je paie un loyer pendant que Ryan vit là gratuitement? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Ce n'est pas une question de justice, Heather. C'est la famille qui aide la famille en fonction des capacités et des besoins de chacun. Mais c'est justement là le problème. Vous n'avez jamais pris mes besoins en compte. Mon besoin de sommeil, d'intimité, de respect et d'égalité a toujours été secondaire par rapport aux besoins de Ryan. Nous avons discuté pendant près de 2 heures, tournant autour des mêmes arguments. Même si maman semblait m'écouter plus qu'auparavant, il restait une incompréhension fondamentale entre nos deux points de vue. Elle est partie en me serrant dans ses bras, les larmes aux yeux, en promettant de parler à mon père de la situation. 2 jours plus tard, à ma grande surprise, papa s'est présenté chez moi. Contrairement à la visite émotive de maman, il semblait réservé et mal à l'aise. « Ton immeuble est bien sécurisé » a-t-il commenté alors que je le laissais entrer. J'ai dû sonner pour monter. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, ai-je répondu en lui proposant un café, qu'il a accepté. Nous avons discuté un peu du travail et de la météo avant qu'il n'aborde enfin le sujet principal. Ta mère pense que je te dois des excuses, a-t-il dit en fixant sa tasse. Elle dit que nous avons profité de ton sens des responsabilités. J'ai attendu sans rien dire. Il a poussé un soupir. Elle a peut-être raison. Nous comptions sur l'argent de ton loyer, et nous avons été plus exigeants avec toi qu'avec Ryan. Ce n'était pas une excuse profondément chaleureuse, mais c'était une reconnaissance plus grande que ce que j'espérais. Ryan n'a toujours pas trouvé de travail, a-t-il poursuivi. Il dit que le marché est difficile en ce moment. L'hôpital où je travaille a 6 postes vacants dans les services d'entretien, ai-je fait remarquer. Ce sont des postes de débutants avec des avantages sociaux au bout de 90 jours, payés $17 de l'heure pour commencer. Papa a semblé surpris. C'est une bonne rémunération. J'en ai parlé à Ryan il y a 2 mois. Il m'a répondu que les travaux d'entretien étaient en dessous de lui. Papa a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Il a toujours de grands rêves. Les rêves ne paient pas les factures, papa. Et ils ne justifient pas d'attendre des autres qu'ils assument vos charges financières. Nous avons parlé plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années. Même si nous n'avons pas tout résolu, j'ai senti qu'il m'écoutait enfin. Avant de partir, il m'a demandé si j'accepterais de venir dîner le dimanche suivant.
Juste pour une visite, a-t-il précisé, pas pour revenir vivre avec nous ou quoi que ce soit. J'ai accepté, en posant des limites claires, je viendrai dîner, mais si quelqu'un commence à critiquer mes choix ou à essayer de me culpabiliser, je partirai immédiatement. Le dîner du dimanche fut tendu mais poli. Ryan s'est montré d'une politesse distante, Tiffany semblait nerveuse et les enfants étaient sincèrement heureux de me revoir. Mes parents faisaient des efforts visibles pour respecter mes limites, bien que je les ai surpris à échanger des regards inquiets dès que les questions d'argent étaient abordées. Au cours des semaines suivantes, une nouvelle routine s'est installée. Je rendais visite à ma famille une fois par semaine pour le dîner, je restais régulièrement en contact par téléphone avec mes parents, et la confiance s'est progressivement reconstruite. Ryan a fini par cesser de m'envoyer des messages de colère, même si notre relation restait distante et tendue. Pendant ce temps, ma propre vie s'est épanouie de façon inattendue. Libéré du stress constant de cette vie de famille toxique, j'avais l'énergie nécessaire pour renouer avec des amis que j'avais négligés. J'ai rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le week-end et j'ai commencé à prendre des cours de photographie, ce qui m'intéressait depuis des années. Mes performances au travail se sont également améliorées. Grâce à un repos de qualité entre mes gardes et à une moindre fatigue émotionnelle, j'ai retrouvé ma passion pour les soins infirmiers. Ma superviseuse a remarqué ce changement et m'a recommandé pour un programme de formation spécialisé que je convoitais depuis des années. Sur le plan financier, j'ai découvert que vivre seul me coûtait moins cher que je ne le craignais. N'ayant plus à financer la nourriture, l'électricité et les dépenses annexes de la famille de mon frère, mes charges mensuelles restaient tout à fait gérables. J'ai continué à épargner activement pour l'apport de ma future maison, avec désormais un calendrier et un but plus précis. J'ai également commencé à consulter une thérapeute, la docteure Tamara Barnes, pour analyser les relations familiales qui m'avaient conduite à cette situation. Nos séances m'ont aidé à comprendre les racines du favoritisme dont j'avais souffert et à poser des limites plus saines dans toutes mes relations. Ce que vous décrivez est un cas classique de système familial au rôle figé, m'a expliqué la docteure Barnes lors d'une séance. On vous a attribué le rôle de la personne responsable, l'héroïne de la famille qui doit toujours assumer et se sacrifier. Votre frère était l'enfant à problème qu'il fallait secourir. Ces rôles s'installent tôt et peuvent être très difficiles à modifier. Ces analyses m'ont permis de voir que mon départ n'était pas seulement une réaction à une injustice passagère, mais une rupture avec des schémas malsains ancrés depuis des décennies. Cette compréhension a allégé ma culpabilité et m'a conforté dans ma décision de maintenir des limites saines. 3 mois après mon déménagement, j'ai reçu un appel surprenant de mon père. Ryan et Tiffany cherchent des appartements, a-t-il dit sans préambule. Ta mère et moi leur avons dit qu'ils devaient trouver leur propre logement d'ici la fin du mois prochain. Je suis resté un instant sans voix. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Plusieurs choses, a-t-il dit avec un lourd soupir. En partie des nécessités financières. Nous ne pouvons vraiment pas assumer l'augmentation des dépenses sans ta contribution. En partie parce que nous voyons à quel point tu t'en sors bien toute seule, et en partie. Eh bien, tu avais raison sur certains points. Ryan doit apprendre à s'assumer tout seul. Ce fut un tournant majeur dans notre dynamique familiale. C'était la première fois que mes parents posaient une limite claire à mon frère. Même si je me sentais réhabilité, j'ai veillé à ne pas exprimer une satisfaction qui aurait pu être perçue comme de la suffisance. Je pense que c'est une sage décision pour tout le monde, ai-je simplement répondu. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, un sentiment de légitimité, de l'espoir pour un changement positif, et une légère tristesse à l'idée qu'il ait fallu un geste aussi radical de ma part pour provoquer ce déclic dans notre système familial. Mais j'étais surtout fier d'avoir eu le courage de briser ce schéma et de privilégier le respect de moi-même face à l'exploitation que je subissais. Aujourd'hui marque exactement 3 mois depuis mon installation. Le chemin parcouru depuis a été difficile, mais finalement salvateur, avec des changements inattendus pour chacun d'entre nous. 2 semaines après l'appel de mon père m'annonçant le départ prochain de Ryan et Tiffany, mes parents m'ont invité à dîner, juste nous 3, sans la famille de Ryan. C'était la première invitation de ce genre depuis toute cette affaire, et j'ai accepté avec un optimisme prudent. Nous nous sommes retrouvés chez Antonio, un petit restaurant italien où nous avions nos habitudes à une époque plus heureuse. Ce terrain neutre a permis de maintenir une discussion calme et constructive. Nous te devons des excuses, a commencé maman une fois les plats commandés. De vraies excuses, pas les tentatives maladroites d'auparavant. Papa a acquiescé, affichant une humilité inédite. Nous avons eu le temps de réfléchir depuis ton départ.
La façon dont nous avons géré la présence de Ryan à la maison n'était pas juste pour toi. Nous t'avons imposé un fardeau qui n'aurait jamais dû être le tien. Maman a poursuivi, nous attendions de toi que tu soutiennes financièrement le foyer sans rien demander à Ryan. Et lorsque tu as exprimé des inquiétudes légitimes, nous les avons ignorées. Leur reconnaissance de l'injustice que j'avais vécue a agi comme un immense soulagement, confirmant que je n'avais été ni déraisonnable ni égoïste dans ma vision de la situation. Qu'est-ce qui vous a fait réaliser cela, ai-je demandé doucement. Ils ont échangé un regard avant que papa ne réponde. En partie, c'est le fait de voir à quel point tu es plus sereine et épanouie à présent que tu vis selon tes propres choix. Mais pour être honnête, c'est aussi le fait d'avoir été confronté au comportement de Ryan et Tiffany sans que tu sois là pour faire tampon et compenser. Maman a souri tristement. Sans toi pour nettoyer discrètement derrière tout le monde et apaiser les tensions, les problèmes sont devenus impossibles à ignorer, le désordre permanent, le bruit, le manque de considération. Nous avons commencé à comprendre ce que tu avais enduré, et la réalité financière nous a frappés de plein fouet, a admis papa. Nous n'avions pas réalisé à quel point nous étions devenus dépendants de ta contribution jusqu'à ce que tu partes. Cela nous a obligés à avoir des discussions difficiles avec Ryan sur ses responsabilités envers sa famille. Ils m'ont ensuite expliqué qu'ils avaient fixé une date limite ferme à Ryan et Tiffany pour qu'ils trouvent leur logement. Ils avaient également, pour la première fois, posé des exigences concrètes à Ryan, il devait trouver un emploi stable sous 30 jours, quel que soit le métier, et commencer à participer immédiatement aux dépenses. Ce n'a pas été une discussion facile, a soupiré maman. Il y a eu des larmes et des reproches, un peu comme lorsque tu as annoncé ton départ, mais nous avons tenu bon. J'ai tendu le bras à travers la table et j'ai serré sa main. Je suis fier de vous deux. Je sais à quel point il est difficile de changer des habitudes bien ancrées. Nous essayons de les soutenir sans pour autant encourager leur laisser-aller à présent, a expliqué papa. Nous les aidons à trouver un appartement abordable et nous participerons au dépôt de garantie, mais ils devront assumer leur loyer eux-mêmes à l'avenir. Nous avons continué à discuter tout au long du dîner, reconstruisant les liens abîmés par des mois de conflit. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie véritablement écoutée et comprise par mes parents. Ils se sont intéressés à mon nouvel appartement, à mon travail, à mes cours de photographie, montrant un intérêt sincère pour ma vie plutôt que de me voir uniquement à travers ce que je pouvais apporter au foyer. En nous séparant ce soir-là par des accolades chaleureuses, maman m'a murmuré, nous aimerions que tu viennes nous voir régulièrement, selon tes envies. Sans pression, sans attente. Dans les semaines qui ont suivi, Ryan a fini par trouver un emploi stable de superviseur d'entrepôt. Le salaire était correct et le poste offrait des avantages sociaux. Après une période d'essai, Tiffany a augmenté ses heures de travail au magasin de vêtements pour améliorer leurs finances. Ils ont trouvé un petit appartement de 3 pièces à environ 20 minutes de chez mes parents. Ce n'était pas le logement de leur rêve, mais il était abordable et adapté à leurs besoins. Le jour de leur emménagement a été beaucoup plus chaotique que le mien. J'ai proposé mon aide, en partie comme un geste de paix et en partie pour soutenir mes parents qui aidaient à porter les charges lourdes. Ryan se montrait encore froid à mon égard, mais restait poli. Tiffany m'a surprise en me prenant à part à un moment né. Je sais que les choses ont été tendues, a-t-elle dit maladroitement, mais je veux que tu saches que... Eh bien, tu avais raison sur certains points. Nous avons profité de la situation. Je suis désolé pour ma part là-dedans. Ces excuses inattendues m'ont touché. Merci de me dire cela. J'espère que tout se passera bien dans votre nouveau chez vous. Tu manques aux enfants, a-t-elle ajouté. Peut-être que tu pourrais passer nous voir un jour. J'ai souri. J'aimerais beaucoup. On pourrait les emmener au parc le week-end prochain. Une fois Ryan et sa famille installés dans leur appartement, ma relation avec mes parents est entrée dans une phase nouvelle et plus saine. Je leur rendais visite régulièrement pour les dîners du dimanche et parfois pour des repas en semaine. Nous avons instauré de nouvelles traditions, comme une soirée cinéma mensuelle et l'aide apportée à papa pour son projet de jardin. La différence résidait dans le fait que ces moments étaient désormais fondés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et l'exploitation. Ma propre vie a continué de s'épanouir. Ma formation spécialisée m'a permis d'obtenir une promotion et une augmentation de salaire. Mes économies ont progressé régulièrement, et à la fin de l'été, j'étais prête à chercher sérieusement une maison. Le marché de l'immobilier était difficile, mais avec mon dossier de crédit solide et mon apport conséquent, j'étais en excellente position. Après avoir visité près de 20 propriétés, j'ai trouvé une charmante maison de plain-pied avec 2 chambres,
dans un quartier calme situé à mi-chemin entre l'hôpital et la maison de mes parents. Elle nécessitait quelques travaux de rafraîchissement, mais elle était saine et son prix correspondait à mon budget. Mon offre a été acceptée et, 60 jours plus tard, je suis devenu propriétaire. Le sentiment d'accomplissement a été immense. Cette étape franchie grâce à des années de rigueur et d'efforts représentait non seulement mon indépendance financière, mais aussi une profonde victoire personnelle. Ma pendaison de crémaillère a réuni les différents cercles de ma vie, des collègues de l'hôpital, des amis de mon groupe de randonnée et de mes cours de photographie, et oui, ma famille, mes parents, Ryan, Tiffany et les enfants. Ryan s'est montré plus détendu dans ce cadre, peut-être parce que ma nouvelle maison représentait un nouveau départ plutôt qu'un rappel de nos anciens conflits. Alors que maman m'aidait à préparer le buffet dans la cuisine, elle a dit doucement, « J'espère que tu sais à quel point nous sommes fiers de toi. Pas seulement pour cette belle maison, mais pour avoir eu le courage de t'affirmer. Cela nous a obligés à tous de grandir. » Ce parcours n'a pas été exempt de difficultés. Des habitudes familiales ancrées depuis des décennies ne changent pas du jour au lendemain, et il y a eu des moments de rechute dans les anciens comportements. Mais le changement de fond a tenu. Mes parents me traitent désormais avec le même respect qu'ils accordent à Ryan, et les attentes sont réparties de manière plus équitable. Ryan et moi avons conclu une trêve prudente. Nous ne serons peut-être jamais aussi proches que d'autres frères et sœurs, mais nous pouvons partager des moments en famille sans tension et nous avons même eu quelques conversations en tête-à-tête qui nous ont donné le sentiment d'un lien réel. Il s'en sort mieux, conserve son emploi et assume davantage de responsabilités pour le bien-être de sa famille. Quant à moi, j'ai tiré de précieux enseignements de cette expérience. J'ai appris que s'affirmer n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. J'ai appris que l'amour ne signifie pas se laisser exploiter. J'ai appris que les décisions les plus douloureuses mènent parfois aux évolutions les plus marquantes. Plus important encore, j'ai appris que les relations familiales, comme toutes les relations, doivent reposer sur le respect mutuel pour être saines. Lorsque ce respect fait défaut, aucun compromis ni aménagement ne peut créer un lien véritable. En repensant au chemin parcouru depuis ce point de rupture douloureux jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissante de l'évolution que cela a provoqué en chacun d'entre nous. Le parcours n'a pas été facile, mais il a mené à quelque chose de bien meilleur. Des relations plus authentiques, des limites plus saines, et un système familial qui, bien qu'imparfait, s'efforce au moins de valoriser tous ses membres à parts égales. Si vous traversez une situation similaire, que vous vous sentez sous-estimé ou exploité par des membres de votre famille, j'espère que mon histoire vous donnera du courage. Quelles limites devez-vous poser dans vos propres relations? Avez-vous déjà dû prendre une position difficile pour votre propre bien-être? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire aidera peut-être quelqu'un d'autre à trouver sa voie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a parlé. Abonnez-vous pour d'autres histoires vécues et activez la cloche de notification pour rester informé. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, choisir le respect de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est indispensable pour votre bien-être et cela peut mener à des relations plus saines pour tout le monde.